Salut. Mohamed 87 Kamara. Sidibé Aboubakar. Sila Mamadouba. Christine Doré. Condé Sarah. Bangoura Djenab. Ce sont des soldats au front de la lutte contre un virus hautement mortel. Un virus qui vous a certainement pris des proches. Un virus qui vous a privé de votre emploi. Un virus qui a changé à jamais votre vie. Dans ce numéro d'immersion, nous vous plongeons au cœur de la lutte contre le virus Ebola. Vous verrez sur le terrain comment Ebola est devenu l'ennemi public numéro 1. Nous irons de Gekedou à Macenta, en passant par Forêt-Carrière et Conakry. Vous allez voir les désastres du virus Ebola, la peur que la maladie a engendrée, mais aussi l'espoir qui se dessine à l'horizon pour la Guinée qui a payé un lourd tribut au virus maudit. Bienvenue à toutes et à tous dans cette immersion spéciale dans l'antre du virus Ebola. Des familles entières décimées. Mon famille, il est fini maintenant. Non, mon famille, il y a 8 personnes. Et il est fini. Des tonnes de personnes tuées par un virus mortel. Au cimetière national. Baladou au cimetière au Baladou national, mais Banabina ba seran de la national, Kandondo na ha non. Des malades qui affluent de partout. On était dans la sous-préfecture de Tekulu à Meliandou, là où il y a eu, n'est-ce pas, 10 cas mortels, bien avant même que ça ne prenne d'ampleur. Des médecins qui connaissent encore mal l'ennemi. C'est que la première des choses, nous ne savons même pas quel est le virus qui est en cause. Des citoyens pris de peur. Hier que moi je suis informé de ce décès. Donc ils m'ont donné des explications, puisque la population était d'abord hier un peu en révolte. La résistance s'installe. Des populations qui refusent de croire. Parce que là, Ebola n'a pas réussi. Anifara, vous les minimum, amini de, hein, amini tuli. Mais vraiment, mon tamoun n'a pas réussi tout décider. Des miraculés qui témoignent. Mes papas qui sont décédés leur dire, il suffit juste de boire assez d'eau, prendre les produits, tu vas t'en sortir. Ils étaient résignés à la mort, ils s'abandonnaient à tout. Parfois quand je venais, je dis, papa, ça va? Je lui faisais des clins d'œil comme ça. Il me dit, ça va? Je dis, non, ça ne va pas, dans ta tête, ça ne va pas. Des soldats au front de la lutte, stigmatisés. Ils me disent que je suis un soldat, je suis un héros. Parce que je me bats pour une cause noble. Des mesures de riposte aux graves conséquences. Oui. Aujourd'hui, on veut que vous nous libérez ou bien on bloque ici complètement. Ici. Personne ne passe par là, personne ne passe par là. S'il vous plaît. C'est clair et net. Si vous bloquez, c'est ça la solution. Dis aux enfants de quitter, ce n'est pas la peine. Ici, c'est pas Conakry. Ici, c'est la frontière. C'est pas bon qu'on dit que les gens sont révoltés à la frontière. C'est pas bon. C'est très mal à entendre. Hein. C'est pas comme Conakry ou Bambeto. Hein. Mais à la tête de l'État, on espère bien vaincre l'Ebola. Aujourd'hui, la France est là pour dire à nos amis guinéens que nous les soutiendrons face à ce fléau qui les frappe aujourd'hui, que nous serons à leur côté, que nous resterons à leur côté. Et nous sommes surtout reconnaissants de l'accompagnement qu'ils sont en train de nous faire, non seulement pour mettre fin à l'Ebola, mais pour nous accompagner dans l'après-Ebola. Depuis le premier semestre de l'année 2014, une épidémie sévit en Guinée. Une épidémie d'une grande ampleur. Jamais le pays n'avait eu affaire à un drame sanitaire d'une telle envergure. Le système sanitaire national mal équipé en fut profondément éprouvé. La maladie dont il s'agit a bouleversé le quotidien des pays qui l'a frappé. En Guinée, elle a déstructuré les fondamentaux des rites traditionnels, le quotidien des citoyens, les salutations à l'africaine, la symbolique liée aux morts, le culte qu'on leur vouait d'habitude, toutes ces valeurs
ont dû plier l'échine face au virus maudit. Un virus qui a fait passer de vie à trépas des milliers de personnes, endeuillant plusieurs familles, créant au passage de nombreux orphelins. Un virus à la dénomination composée de 5 lettres et dont la prononciation s'articule en 3 syllabes. Ebola. Guékédou, préfecture martyre, ville jadis florissante qui fut le théâtre de l'agression rebelle de 2001 et dont elle ne s'est pas encore remise. Et alors que Guékédou porte encore les balafres de la guerre, elle sera la première préfecture frappée par le virus maudit. Les tout premiers viendraient de ce village selon nombre d'observateurs. Miliandogo. Tous les membres de la famille qui vivaient dans cette maison en terre battue ont été décimés par la fièvre hémorragique à virus Ebola. Bernard Tenkiano n'en revient pas. Il ne contient plus ses larmes. Il se lamente. 9 des siens ont été emportés à jamais. Il ne reste plus que lui et son unique fille qui ont eu la vie sauve par une circonstance de hasard. Alphae Tenkiano, Ali Tenkiano et Benoît Makula. Bon, mon famille, il est fini maintenant. Non, mon famille, il y a 8 personnes. Et il est fini. Donc, ma femme, il est décidé ici. S'il vous plaît, donc il faut donner avec moi le médicament. Nous sommes au mois de mars 2014. L'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola n'est qu'à ses débuts en Guinée. Elle est encore mal connue de beaucoup de médecins. Les médecins ne savent pas encore à quel ennemi ils ont affaire. Quand vous me dites que nous parvenons à maintenir certains en vie, c'est que la première des choses, nous ne savons même pas quel est le virus qui est en cause. C'est-à-dire le germe responsable de cette maladie, nous ne connaissons pas. Nous connaissons que nous recevons des malades qui présentent des symptômes suivants, les diarrhées, les vomissements, et qui sont... les diarrhées sont souvent mêlées à de sang, quelquefois mêlées à de sang, et des vomissements aussi quelquefois mêlés à de sang. Les cas confirmés sont admis dans des bâtiments près de l'hôpital préfectoral de Guékédou. Les malades sont épuisés à cause des diarrhées et des vomissements aigus. Des centres d'isolement sortent de terre, des agents de Médecins sans frontières aidés de jeunes de la localité s'activent. Il faut de la place car les malades affluent. On était dans la sous-préfecture de Tekulu à Meliandou, là où il y a eu, n'est-ce pas, 10 cas mortels bien avant même que ça ne prenne d'ampleur, tout comme aussi dans la commune urbaine à Baladou. Dans la commune urbaine, il y a eu ici d'abord aussi 8 autres cas. Et aussi, effectivement, à la sous-préfecture de Guénembu à Dava, il y a eu aussi, n'est-ce pas, 15 autres cas. Donc à nos jours même, on déclare la mort même d'un corps de santé qui, par suite au traitement d'un cas, a rendu l'âme. Lui, c'est dans Nongova à Fodédou. On a même été au décès la fois dernière. Nous nous rendons à quelques kilomètres du centre-ville de Guékédou. Un citoyen nous conduit à moto. Il souhaite nous montrer des tombes. Une dizaine en tout, des tombes de victimes d'Ebola. Au cimetière Nanchonan. Baladou au cimetière au Baladou Nanchonan, mais Banabina ba Serandolan la Cholan, Kandondo Nan Ha Hunona. Moné King Jonani Ha. Ebola fait peur et ses ravages inquiètent les infirmières. La peur se lit sur le visage. À quelques kilomètres de Guékédou, nous sommes à Macenta. Macenta, une autre préfecture de la Guinée forestière, qui au mois de mars-avril 2014 payait un lourd tribut à Ebola. Là-bas, il n'existait pas encore de centre spécialisé pour accueillir les cas confirmés
et les médecins n'étaient pas préparés à la résistance. Grâce à l'effort du gouvernement et de ses partenaires, notamment la Croix-Rouge française, les premiers centres spécialisés sortiront de terre pour recevoir les malades. Devant la zone à haut risque du CTE, on est bien sûr dans la zone à bas risque, et puis derrière moi se trouve une grande tente qui est la tente dite des patients confirmés. C'est-à-dire que c'est dans cette tente que se trouvent les patients qui ont eu une analyse de sang qui s'est révélée positive et qui donc sont atteints d'Ebola. Dans cette tente, les patients sont pris en charge avec des traitements symptomatiques qui permettent de les aider à prendre le chemin de la guérison, donc qui permettent de laisser du temps au corps pour avoir des défenses immunitaires nécessaires. Quand je prenais service, il ne se passait pas un seul jour où on n'enterrait pas 10 à 14 personnes, même 15 personnes par jour. J'ai été pris de peur même quand je prenais service, quand je venais ici. Bon, ce jeune, quand il est venu, il était aux urgences, on l'a reçu. Alors après 3-5 jours, de son passage après un accident de circulation, il avait des égratignures, il a changé le même lit que Jonas. Quand il est parti à la maison, alors 5 jours après, il est revenu comme malade de diarrhée vomissement. Donc dès qu'on l'a fait monter, on l'a fait le bilan, on l'a fait monter à la salle homme. Alors quelques jours après, il est décédé. 2 jours après, sa maman aussi est venue, on a couché sa maman dans cette salle, pour la salle d'âme. Elle aussi elle est décédée. La co-épouse de sa maman aussi est venue, dans le même tableau, décédée. C'est en ce moment qu'on a pris peur. On dit attention, ça c'est pas une maladie ordinaire. Mais nous on ne savait pas que les jeunes avaient échangé le même lit. C'est apparu maintenant avec l'enquête, avec l'investigation, qu'on s'est rendu compte que les jeunes ont échangé le même lit que Jonas. Donc on a dit, cette chaîne, donc c'est Jonas qui a entraîné cette maladie ici. En ce moment qu'on a vu commencer à faire des suspicions. Voilà. Quand on a vu maintenant qu'il y avait assez de cas qui mouraient de cette pathologie, c'est-à-dire diarrhée, vomissement avec fièvre, donc en un mot, gastro-entérite fébrile, donc c'est ce que nous avons déclaré, une maladie mystérieuse, parce que c'est une gastro-entérite fébrile. Les malades viennent dans des tableaux non dramatiques, mais quelques 2 ou 3 jours après, ils décèdent. Face à l'ampleur de la maladie et son taux de létalité élevé, le gouvernement mettra en place une nouvelle stratégie de lutte contre Ebola. Aidé de ses partenaires, il mettra en place une coordination nationale de lutte contre Ebola tout en renforçant ses moyens de riposte. Public et des services de santé de l'armée ont achevé leur formation hier. Ce matin, j'ai retardé parce qu'on les a testés pour sélectionner. On a eu plus de 100 candidats et on a besoin de 82 personnes et 42 civils, médecins. Mais ils ne vont pas en tant que soldats de l'armée guinéenne, mais c'est en tant qu'agents de santé. L'épidémie, elle, continue sa folle progression et touche d'autres régions sur le territoire guinéen. La capitale enregistre ses premiers cas. Le personnel médical en paye un lourd tribut. La riposte et la sensibilisation s'accentuent. Des solutions chlorées sont installées à la rentrée de la majeure partie des bâtiments administratifs. La prudence contribue aussi à modifier les modes de vie des citoyens. Les regroupements des personnes, les contacts récurrents, mais aussi les habitudes alimentaires vont en prendre un cours sérieux. La Guinée, bien qu'ayant été l'épicentre de l'épidémie, n'est plus la seule atteinte. Ebola se propage aussi en Sierra Leone, au Libéria et au Nigeria. Ebola devient une préoccupation sanitaire mondiale. L'Organisation mondiale de la santé déclare l'état d'urgence sanitaire mondial. Le Libéria et la Sierra Leone en feront de même sur leurs territoires respectifs. La Guinée, après des moments d'hésitation, décrétera à son tour l'état d'urgence sanitaire. Dès la prise de ce décret, des dispositifs seront déployés aux différentes frontières terrestres. Les équipes médicales, comprenant des médecins militaires, seront formées. Nous décidons de toucher du doigt leur travail en nous rendant dans un poste sanitaire frontalier, le district de Pamelab.
Située à 130 km de la capitale, Pamela porte aussi les stigmates de l'agression rebelle de 2001, comme on peut le voir sur ses bâtiments. Ici, l'état d'urgence sanitaire a des conséquences terribles sur le quotidien des citoyens. Depuis son entrée en vigueur, le transport transfrontalier s'est amoindri. Les camions sont à l'arrêt. Pourtant, le trafic routier représente la sève nourricière de la localité. Les premières victimes de la fermeture de la frontière, ce sont les chauffeurs. La nuit tombe. Exténués par le poids du stationnement et n'ayant plus aucun sou en poche, les chauffeurs se nourrissent comme ils peuvent. Autour d'un plat d'attiéké, ils se remplissent l'estomac tout en caressant l'espoir que la frontière sera ouverte le lendemain. Maybe doni so me no commentari do kon do mo jana men saga menen kay ko sigolle wadi dun do burata men mo jande kono ko men jodi do kon dépense ala ay fus son jaara tun wadata billahi wallahi ndon kan son de jama ndon na go to na men to menen do fop. Ceux qui n'ont pas un copec en poche usent de leur génie pour tromper la faim. Une batterie de camions, des fils électriques, un DVD et le tour est joué. Un cinéma classique. Au menu ce soir, une série américaine, 24 heures chrono. Pas d'attribution, mais le code est correct. Ça a été fait par quelqu'un d'ici. Par quelqu'un d'ici. Malgré tout, ils restent animés d'une seule pensée, quitter Pamela pour éviter que leurs produits moisissent. J'ai trouvé des camions ici qui ont arrêté. Tellement ils m'ont dit que la frontière est fermée. Alors, on est resté ici depuis lundi, depuis vendredi jusqu'à ce jour-là. Demain, ça va faire 8 jours que moi je suis arrivé ici. Actuellement, on a pu souffrir ici, on a souffert. Hein. C'est même des camions qui ont quitté vers Sénégal, qui transportent des oignons pour amener à Sierra Leone. Tout ceci là sont pourris. Même moi aussi, je suis un transporteur, mais là aussi, comme ça, même mes dépenses sont finies. Parce que c'est le frais des camions que j'ai gaspillé depuis ce jour-là arrivé aujourd'hui. Même si je libéré demain, c'est difficile. Moi, parce qu'il faut que je parte quelque part pour emprunter, pour avoir de l'argent pour transporter mes camions. Dans le noir, un groupe de personnes approche. Ce sont des agents de l'équipe de riposte contre Ebola à la frontière guinéo-léonaise. Le ministre de la Défense a jugé nécessaire d'associer le service santé des armées à la riposte contre le virus Ebola. C'est dans ce cadre que j'ai été choisi comme étant le médecin militaire dans cette équipe de Pamalap. Au petit matin, c'est le statu quo total. Les camions restent bloqués. Les ordres sont formels. Aucun camion ne doit sortir du territoire ni entrer. Mais les conditions de conservation étant de mauvaise qualité et les eaux de pluie traversant les bâches, certaines marchandises seront inondées. Amadou Camara est inquiet et très en colère. Ses arachides commencent à pourrir. Il ne comprend pas l'état d'urgence sanitaire et se pose des questions sur l'immobilisation de son camion. Voilà, maître, c'est ça. Voici les pertes. Vraiment. On a fouillé nos véhicules, on a trouvé que dans les 80 et quelques sacs sont pourris dedans. Donc, l'arachide là, on achète ça là-bas, à part du transport, 1200 francs par kilo. Donc, on a une perte ici vraiment énorme. On ne peut même pas parler. Ce qu'on a constaté maintenant, les gens maintenant passent, les véhicules là stationnent jusqu'à présent. On ne sait pas comment on appelle l'Ibola là. Ça se trouve aux hommes ou bien les véhicules. À Pamelap, Amadou Camara n'est pas le seul en colère. Toute cette file de camions illustre bien le malaise des chauffeurs qui manquent de tout et subissent déjà d'énormes pertes. Certains d'entre eux viennent de très loin. En fait, on a fait déjà une semaine ici. On a quitté de Nigeria, on a fait 2 semaines en chemin. Arrivé ici, moi j'étais en vue qu'on va partir. Je viens trouver les camions ici, garés. On nous dit de descendre et garer les camions. Moi je croyais que peut-être ils sont en train de faire campagne ou quelque chose. On a descendu. Avec mes informations, on m'informe qu'ils ont bloqué la frontière. Je pose la question aux autres, on me dit que non, c'est à cause de Ebola. Et donc, comment ça va se faire comme ça?
Est-ce que c'est pas la frontière, la maladie est rentrée? Ou bien j'ai appris que c'est dans les broussailles, ceux qui sont dans les campagnes. Après tout, on a garé, on a fait premier jour, on a dormi. Deuxième jour, on a dormi. Et on n'a pas, pour manger même c'est difficilement. On n'a pas habitué avec leur nourriture. Pour dormir, on dort sous les camions comme des moutons. Ils nous a laissé, on ne comprend rien. Et notre conséquence, c'est encore très grave. Par exemple, notre cas est très grave. De Nigeria ici, on a fait 2 semaines. Nos papiers, ça a un délai. L'autre papier, l'assurance là, ça tend vers la fin. On est en train de presser pour retourner. De l'autre côté de la frontière, le poste de contrôle Ebola est opérationnel. Désormais, tous les passants sont soumis à une série de tests. Bon, avant de donner notre OK, on est là pour rechercher les symptômes, c'est-à-dire le lieu de séjour des usagers pendant les 30 derniers jours. Et s'ils n'ont pas fait de fièvre pendant les 15 derniers jours, et en même temps, s'il n'y a pas une notion de contact dans leur lieu de départ avec un malade d'Ebola, pour pouvoir rétablir et les liens épidémiologiques et les liens cliniques, afin d'identifier les différents cas que nous recherchons. Donc si on ne trouve pas ces différents cas, y compris le cas suspect, le cas contact ou cas probable, là on laisse le passager de rentrer au pays parce qu'il ne représente pas dans ce cas un danger imminent pour la population. La circulation régulière des camions est une activité vitale pour le district de Pamelab. Depuis la fermeture de la frontière, l'économie de la localité est sérieusement atteinte. Cette vendeuse gagne à peine 500 000 francs par jour. Elle qui faisait une recette journalière d'1 million de francs guinéens. arnoɓe no kali ɓe ñaami no mbuuɗi ha lanni feƴƴugol laawol ala tigi tigi on ɗo ko frontiére ko si laawol ngol no feƴƴude jama on no feƴƴude ɓe heɓano men gollira so tawi ɓe ala feƴƴude haray golle ala mo ɓe no jooɗi no ñamude bari ko mari kon tigi tigi on haray no satti ken haray ɓen toriyo ɓe sansa men ɗum ɗo ɓe uditana men laawol ngol ɓe ndaara solution gonno ɓe gerdita. Devant l'incertitude et le désespoir, les nerfs s'échauffent. Les camionneurs, au risque de perdre toutes leurs marchandises, barricadent la route à l'aide de sacs d'oignons. Le commandant de la police tente de les rassurer. Nous avons les familles qui ont des marchandises comme ça là. Personne n'est content. Moi, il y a ma grand-sœur qui est là-bas. Elle veut venir. Je dis, je ne veux pas de problèmes. Est-ce que vous avez compris? On va se respecter, on va respecter l'autorité guinéenne. Ils vont voir la situation. Mais si vous nous compliquez la tâche, c'est pas bon. Est-ce que vous avez compris? Je veux que tout le monde n'a qu'à prendre des calmes. On va suivre les autorités. Ceux qui sont là à Pamalab, ils vont demander à Conakry conduite à tenue. Est-ce que vous avez compris? Vraiment, pardonnez, je vous prie maintenant. Pardonnez, c'est pas la force, hein? C'est pas la force. Pardonnez. Vous avez compris? Okay. Mais attendez, écoutez. Mais nous, on est là. Oui. On n'a aucune information ici. Tous les jours, on nous dit que c'est demain. Attendez, demain. Attendez, demain. Je vais vous dire quelque chose. Même nous, il n'y a pas d'information. Tu appelles tel chef, il va couper son téléphone. Ça, c'est plus lourd que ma tête. Oui. Tu as vu? Oui. Est-ce que nous, les petits Mamadou, on peut vous dire quelque chose de concret de ça? Non, non. Bon. On te dit, si tu déconnes, on te déshabille. Est-ce que tu pourras faire quelque chose par rapport à ça? Non. Donc, tu appliques le règlement que ton chef t'a dit. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes militaires. Sinon, ça fait très mal. Regarde. Les communistes sont là depuis combien de jours? Ça fait très mal. Même le manger, certains apprentis ne gagnent pas. Ça fait mal. Mais on laisse toujours derrière les autorités. On dit ça, il y a Ebola. Le fait qu'ils sont bloqués, les gens sont là traversés. Chaque jour, c'est le fait qu'ils ont dit Ebola. Oui, c'est pour cela. C'est pas le fait qu'ils ont l'Ebola. C'est les gens, on a libéré.
libérer les camions. Écoutez, c'est pourquoi on dit arrêtez d'abord les va-et-vient. Si les camions là vont bouger, ça va bouger avec les personnes maintenant. Mais personne ne va bouger, je vous assure. Les camions sont arrêtés, les personnes en train de bouger. Non, on a bloqué déjà. On va libérer la route un peu, on va s'arrêter de l'autre côté, on va parler. Arrêtez-vous, on va parler. Oui. Aujourd'hui, on veut que vous nous libérez ou bien on bloque ici complètement. Ici. Personne ne passe par là, personne ne passe par là. C'est clair et net. Si vous bloquez, c'est ça la solution? Vous bloquez la route là? C'est ça la solution? Moi, pour moi, c'est pas la solution. On va libérer nous. C'est quoi la solution? C'est moi qui vous a bloqué. Voilà. Aucun militaire ne peut bloquer ici. Ne vous rendez pas justice. On a déjà appelé nos autorités. Attendez maintenant qu'on écoute ce qu'ils vont dire. Parce qu'on a dit que vous avez débarqué les eaux, vous barrez la route. Ce que vous avez fait, ça comme on a dit. Maintenant, ils sont en train de se retrouver, ils vont nous appeler tout à l'heure. Patientez-vous. Dis aux enfants de quitter, ce n'est pas la peine. Ici, c'est pas Conakry. Ici, c'est la frontière. C'est pas bon qu'on dit que les gens sont révoltés à la frontière. C'est pas bon. C'est très mal à entendre. Hein. C'est pas comme Conakry ou Bambeto. Hein. Parce qu'ils vont dire, ok, c'est pas certains ont des mauvaises intentions. Tu comprends? Et en ce moment, il y aura une intervention musclée. Ça, ce n'est pas bon. Nous, ce que nous faisons, comme on a dit que vous avez fait le cri de mécontentement, nous allons essayer d'appeler nos autorités, on va se référer. Tu sais pourquoi nous on fait ça? Parce qu'on est là sans aucune information. Non, bon, on va vous informer maintenant. Tu comprends? Sur le terrain, la lutte s'accentue et l'épidémie ne cesse de faire des victimes. Ici, à l'hôpital national d'Anka, un centre de traitement Ebola a été installé par Médecins sans frontières. Des cas confirmés y sont admis, certains en sont sortis guéris, mais plusieurs autres ont succombé au virus. Écoutez, à quoi cela est dû, c'est difficile de dire. Nous, ce que nous avons vu en effet, c'est que pendant toute une période, on n'a plus eu de patients ici. Donc on avait gardé le centre ouvert parce que pendant 21 jours et même encore 21 jours de précaution, donc 42 jours, on laisse le centre ouvert pour être sûr que vraiment l'épidémie s'est arrêtée. Malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est qu'elle ne s'était pas arrêtée, qu'il y avait sans doute des malades qui étaient cachés, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui se cachent encore dans leur famille, qui ont peur de venir au centre, parce qu'ils pensent qu'on ne peut pas survivre. Alors ça, c'est une grosse erreur, parce que plus on vient tôt, plus on a de chances de survivre, justement parce que le corps n'a pas le temps de devenir faible. Donc plus il est fort, plus il est encore fort, plus il a de chances de survivre. Donc ça c'est très important. Donc l'origine de pourquoi le centre est resté ouvert, c'est simplement parce qu'on a reçu des nouveaux patients. Alors les rumeurs, elles sont très nombreuses. La rumeur c'est que Ebola n'existe pas, la rumeur c'est que ce sont les ONG qui ont apporté l'Ebola. J'ai absolument pas peur de les dire. Il y a d'autres rumeurs qui disent que c'est ici qu'on tue les patients, qu'on leur injecte le sérum, qu'on ouvre leur corps pour enlever leurs organes. Enfin beaucoup de rumeurs qui sont très choquantes pour nous parce que nous on est habitués à apporter des soins médicaux d'urgence. On part de nos pays, on quitte nos familles pour venir soigner des gens et prend des risques. Donc quand on vient ici et qu'on apprend que la population a peur de nous et pense qu'on fait des choses comme ça, on est assez choqués en général. Mais c'est pas grave d'être choqué, il faut passer au-delà et essayer de convaincre les gens. Mais même mort, le corps d'une personne atteinte d'Ebola représente un danger. Il faut des spécialistes pour s'en occuper. Cette tâche revient à la Croix-Rouge guinéenne. Dr Zakaria Fodé Camara est coordinateur de la riposte contre Ebola dans la zone de la Basse-Guinée. Ils interviennent en moyenne 12 fois par jour, lui et son équipe, qui ont aussi la charge du traitement et de l'enterrement sécurisé des corps. Pour rentrer chercher les corps, et maintenant vous les voyez, ils s'habillent en combinaison pour préparer la rentrée. Mais avant d'entrer dans la cour où sont exposés les corps, il est obligatoire de préparer l'équipe. Cela passe par toute une batterie de mesures. La préparation de solutions chlorées, des désinfectants pour le pulvérisateur. Les agents portent tous une combinaison. Chaque partie du corps doit être couverte. Tout est passé au crible car le virus est hautement contagieux. Nous décidons de suivre l'équipe médicale dans la cour pour nous rendre compte des méthodes de traitement des corps. Le caméraman Amara Alex Silla enfile une combinaison et même la caméra est enveloppée dans un sachet plastique transparent. C'est quelque chose aussi qu'on
vient juste de commencer à Conakry aussi pour faire les prélèvements post-mortels. Quand il y a un décès, qu'on puisse faire le prélèvement, gérer le corps. Parce que l'équipe de prise en charge peut être des fois débordée, donc il ne peut pas faire tout ce travail-là. Et aussi, nous assistons aussi aux familles victimes de cette maladie. Nous avons commencé en zone forestière à raison de 500 000 francs par famille. L'équipe de la Croix-Rouge guinéenne et notre caméraman entrent dans la cour. Au fond, portant une chemise verte, l'on aperçoit un médecin. Il a contracté la maladie alors qu'il tentait de sauver la vie d'un patient. À quelques pas de lui, couché sur des civières, l'on découvre 3 corps enveloppés dans des draps blancs. 2 hommes, la quarantaine et une femme. 2 agents s'occupent d'envelopper les corps et un autre les pulvérise à chaque mouvement. Tout est calculé dans les détails. Les sacs sont attachés ensuite transportés derrière le véhicule. Les agents sortent un à un. Les combinaisons doivent être enlevées méthodiquement. Ensuite, direction le cimetière de Cameroun. Sur place, les paras attendent les corps. Ils fuient nos caméras, craignant d'être stigmatisés. Ils n'ont pas le droit de toucher au corps, mais il leur sont permis de faire des prières à distance. Les corps sont ensuite transportés jusqu'à la tombe. Les frais d'enterrement sont entièrement pris en charge par la Croix-Rouge guinéenne. Les tombes des personnes décédées d'Ebola sont un peu plus particulières. Et les corps sont mis en terre avec la combinaison qui les enveloppe. Les agents de la Croix-Rouge descendent à la tombe. Il faut veiller à bien placer les corps pour éviter toute remontée à la surface. La tombe est ensuite refermée. Zakaria et son équipe n'interviennent pas que dans le traitement des corps. La Croix-Rouge guinéenne intervient aussi en amont dans la sensibilisation des ménages. C'est la commune de Matam qui est choisie pour cette journée. Le choix de cette commune n'est pas fortuit. 9 cas confirmés et ont été décelés récemment. Nous sommes là dans cette commune, dans ce quartier spécifique aujourd'hui pour faire une sensibilisation de ce quartier parce que déjà c'est un quartier qui a déjà notifié des cas positifs d'Ebola et il y a actuellement des personnes qui sont hospitalisées au centre de traitement, d'où venir dans ce quartier pour faire une sensibilisation pour des raisons, non seulement informer cette population mais aussi faire en sorte que la famille qui a été déjà victime ne soit pas stigmatisée. Les équipes entrent dans les ménages avec des affiches et des solutions chlorées. Ils expliquent en langue du terroir les moyens de prévention d'Ebola. Mais des ménages sont hostiles aux sensibilisations sur Ebola. L'intox aidant, nombre de citoyens continuent à croire qu'Ebola est une invention, une machine à tuer des Blancs. À l'image de cet adulte qui prétexte ne pas être informé de la venue de la Croix-Rouge dans son quartier. Il s'y oppose.
Donc, moi, on va le faire. Vous voyez cette situation. C'est pas bien, mais expliquer. Grâce à l'intervention de son fils aîné, les agents de la Croix-Rouge continuent la sensibilisation dans le ménage. Mais cet incident est symptomatique du comportement de bon nombre de citoyens encore apeurés par la maladie et qui opposent une hostilité aux agents de santé. Le cas le plus déplorable fut l'attaque perpétrée contre une équipe d'agents sensibilisateurs en Guinée forestière, précisément à Womé. Il s'agissait d'une équipe mixte composée de médecins, de politiques et de journalistes. 8 d'entre eux trouveront la mort. Ebola est devenu la hantise des populations. Le moindre symptôme de la maladie fait fuir. Lorsqu'une personne meurt dans la rue, tout le monde s'en méfie. La Croix-Rouge est appelée à la rescousse. Cependant, elle n'intervient pas souvent à temps et les citoyens s'en plaignent. Ceci-là, ce soir. Ok, ça va. Non, attends d'abord. Attends. Une fois alerté, je me suis rendu sur les lieux. Nous avons informé à tous les niveaux, la Croix-Rouge, même le coordinateur communal était là, la direction régionale était là, informé, personne n'a fait cas. Ça fait 4 jours ce corps-là est ici. Avec les 1001 interventions, personne ne vient assister. Alors maintenant, la population est en révolte, même la Croix-Rouge communale n'a pas pu faire quelque chose. C'est paradoxal, c'est dangereux. Donc hier, nous étions en but avec cette population. Ce matin, vous-même, vous avez remarqué la colère de la population pour dire que, d'abord, l'État ne fait rien. L'État ne fait rien, c'est ça la logique. Et il y a les agents de l'État qui ne font rien. Ils sont en train de tromper le président de la République. Ils sont en train de tromper le système national. L'État, dans le but de désengorger le centre de traitement Ebola d'Onka, a planifié la construction d'un autre du côté de Yimbaya. Mais il a dû changer vite d'avis face au refus des citoyens. La croisade contre Ebola mobilise beaucoup de jeunes médecins, des infirmiers et autres volontaires. Ce sont eux les soldats au front de lutte contre le virus maudit. Engagés volontairement au centre de traitement Ebola de l'hôpital d'Onka, ces médecins et infirmiers guinéens travaillent nuit et jour à sauver des vies. Sakodo, chaque jour, Dr Lama vient au CTE de Donka. Il passe comme tout autre visiteur tous les postes de contrôle avant d'avoir accès au centre. Lavage des mains, désinfection des semelles, prise de la température. Mais travailler au centre de traitement Ebola a des conséquences sur la vie de ces jeunes médecins. Certaines personnes se méfient d'eux dans les quartiers.
Moi, personnellement, j'ai des amis. Ils m'appellent héros. Ils me disent que je suis un soldat, je suis un héros. Parce que je me bats pour une cause noble. Par contre, il y a des milieux, quand tu pars, tu es stigmatisé. Les gens te fuient même. Surtout quand on vient d'apprendre que tu travailles au centre, eh bien, les gens vont commencer à se méfier de toi. Donc ça dépend des milieux. Bon, moi déjà, mon moral est préparé à toutes les situations, que je sois stigmatisé ou pas. Ça me fait ni chaud ni froid. Et par contre, de l'autre côté, si je suis encouragé par des amis, des parents, ça me mobilise à nouveau pour pouvoir bien mener ce combat que nous sommes en train. Koundono, à l'image de bien d'autres, est un infirmier stagiaire qui a été infecté dans son service des maladies infectieuses. Le personnel de ce service mal équipé a connu 4 cas de contagion. À l'absence de toute prime d'encouragement, beaucoup d'entre les médecins stagiaires ont déserté les lieux. Nous, c'est au cours du stage parce qu'il y avait quand même des séances de contact qui se passaient dans le service. Il y avait vraiment une exposition. Et notre service, ce service de maladies infectieuses est un service qui est vraiment un centre de tri. Parce que la majeure partie des malades qui rentrent dans le centre de traitement d'Ebola passent dans ce service. Et c'est là qu'on suspecte cette maladie directement, on les réfère dans ce service. Et il y a d'autres qui viennent dans l'autre tableau qui n'est pas vraiment typique à Ebola, qui peut nous faire penser à autres. Et il y a des malades qui nous cachent parfois. Au cours de l'interrogatoire, ils nous cachent les notions de contact ou bien si le malade a voyagé parce qu'ils ont peur de nous informer qu'ils ont un parent qui a décédé d'Ebola ou bien que le malade même a été suspecté pour Ebola quelque part. Ils nous cachent tout pour qu'on puisse prendre leur malade en charge. Et c'est au cours du traitement maintenant, on arrive maintenant à suspecter. Il y a par exemple un malade dans ce service qui avait fait 3 jours. 2 jours, 3e jour, c'est moi-même qui l'avais examiné et quand j'ai fini avec mes chefs, j'ai discuté. Je dis que c'est un malade qui mérite d'être au centre d'Ebola. Après, il a été envoyé, ils l'ont prélevé, il était positif. Donc c'était un de mes contacts parce que j'avais fait 5... c'était mon 5e contact. Pour permettre que la sensibilisation soit plus percutante auprès des malades, MSF a intégré dans son staff local des personnes guéries d'Ebola. Safi, comme elle se fait appeler pour ne pas qu'on la reconnaisse, est engagée au centre depuis sa guérison. Elle a été contaminée au mois de mars. En ce moment, Ebola était encore un mystère en Guinée. Ici, bon, comme c'est noté, tu vois, il y a le triage, sensibilisation à l'isolement et alimentation, qui veut dire qu'il faut aller à l'intérieur, voir les malades qui n'ont pas le moral à beau fixe, il faut leur parler, leur sensibiliser et puis il faut tout faire de leur donner à manger. Parce qu'il y a de ces patients qui ne peuvent pas bouger d'eux-mêmes. Là, nous sommes obligés de leur parler, leur donner à manger. Distribution au repas des patients, ça revient un peu à ça. Et en Autriche, comme lui Jacques vient d'expliquer, une fois il y a de ces patients qui ne veulent pas venir. Donc on met quelqu'un en contact avec l'équipe qui part pour chercher le malade, qui ira sensibiliser la famille, leur dire l'importance, pourquoi le malade doit être là, pourquoi le malade doit être isolé, et expliquer au malade même d'être là pour qu'il puisse s'en sortir. Parce que s'il reste à la maison, sa chance de s'en sortir est égale à 0%. La gestion des familles, les familles qui viennent pour rendre visite à la famille, il faut leur parler. À sa sortie du centre, Safi était joyeuse de rejoindre sa maison familiale. Mais elle ne se doutait pas de la stigmatisation qui l'attendait dans son quartier. Sa vie a basculé, rien n'était plus comme avant. Elle aurait préféré rester au CTE de Danka. Tout a commencé quand on a reçu la visite d'un cousin à la maison qui n'est pas de Conakry. Un beau jour, il nous a appelé qu'il avait la fièvre typhoïde, qu'il a été à l'hôpital. Bon, les gens lui ont dit qu'il avait une forte fièvre. Et le lendemain, il m'a appelé personnellement, il me dit qu'il commence à faire la diarrhée. Et je lui ai conseillé même d'acheter métro, de prendre 4 comprimés, au moins voir si ça peut se calmer. Il peut venir en pleine capitale et là, on verra quoi faire. Mais à l'époque, on ne savait pas que Ebola existait. Moi, personnellement, je n'avais jamais entendu parler d'Ebola. C'était en mars. C'était en mars. Lui, il est venu ici le 18 mars. Et on s'en est occupé, on l'a amené à l'hôpital, d'hôpital en hôpital, il a été hospitalisé et il est décédé le 18.
quand il est décédé, il fallait amener le corps là où il vient parce que lui, il est à Dinguiraï et nous sommes à Conakry. On a appelé les parents, ils nous ont dit d'amener le corps, ils vont effectuer l'enterrement là-bas. Et ce qui a surtout sauvé le monde, c'est ici on a fait le lavage du corps et tout ce qui est en sueur, on a pris le cercueil, on l'a mis dedans, nous sommes partis. Et arrivé là-bas, on a pris le départ ici le 19, nous sommes rentrés le 20. Dès que nous sommes rentrés, on a procédé à l'enterrement. Mais dès le 20, moi, personnellement, je commençais déjà à avoir mal à la tête. Je me sentais très fatiguée, je ne pouvais même pas bouger. C'est à peine si je me levais pour prendre de l'eau. Et même ça, je commissionnais quelqu'un de prendre de l'eau, faire rentrer à la douche pour moi. J'allais me doucher. En vue de mieux défendre leurs droits, les personnes guéries d'Ebola se sont organisées en association. Safi et Koundono en sont le porte-flambeau. Ils souhaitent apporter de l'espoir aux malades atteints et sensibiliser les personnes sur les moyens de prévention d'Ebola. Je suis rentrée à la maison. Pour moi, c'était la joie, 2 semaines. J'étais là 2 semaines et quelques poussières même. Je suis rentrée le 24 mars, sorti le 6 avril. Pratiquement, ça fait 2 semaines et peut-être 2 ou 3 jours. J'étais pressée, je voulais aller chez moi. Mais là, j'aurais préféré rester ici au lieu de me retourner chez moi. Tellement que ça faisait mal, tellement que c'était douloureux. Parce que quand je suis rentrée, non seulement j'ai trouvé la cour, c'est une grande cour. Vous aurez l'occasion, je vous inviterai chez moi, c'est au bord de la route. Donc dès que l'histoire là a éclaté, les taximètres qui passaient, les gens pointaient. Hey, vous voyez la cour là? C'est ici les gens d'Ebola. Ils sont dans la cour là. L'eau dont les voisins venaient puiser de l'eau, personne ne venait. Et il y avait une famille dont la fenêtre faisait face dans la cour. Ils ont excessivement condamné les fenêtres parce qu'ils ont entendu dire que Ebola est dans l'air. Respirer même air qu'une personne infectée, tu peux avoir Ebola. Et à mois de mars, vous imaginez avec la chaleur de Conakry, eux ils se sont fait mal uniquement pour ne pas respirer parce qu'ils pensaient qu'on allait leur contaminer. De l'eau, personne, même à la devanture de la cour, personne ne passait. Je suis sortie au dehors pour m'asseoir, je voyais les gens de les taxis qui pointaient la cour, mais ça ne me disait aussi absolument rien. J'ai appelé, j'ai dit, mais attends, depuis que je suis venue, je ne vois personne, les enfants, personne. On dit, tu n'as rien compris, tu es sorti, non? Il dit, nous, on a failli mourir ici. Il dit, mais comme tu es venu, tu te rendras compte de la réalité. J'ai dit, d'accord. Je me suis couché à 16 h parce que le médecin, mon oncle qui s'occupait du premier patient, lui, il a rendu l'âme. Il fallait aller dans sa famille souhaiter les condoléances. Je suis parti, le quartier était vide. À mon retour, il était 17 h. Et là, il fallait voir les Moïse, comment les gens me regardaient ébahis, comme toi-même tu connais avec l'africanisme. Les gens me regardaient comme... C'est à moi-même, j'ai eu peur de ma propre personne. Quand je me retournais comme ça, les gens me regardaient. Les personnes avec qui j'avais l'habitude de faire des accolades, faire des bijoux, se saluer. C'est à peine quand je dis « Salut, comment vas-tu » L'intéressé me tournait le dos, il faisait comme ça va, tu vas bien. Et puis, avant qu'il ne finisse à trouver, il a disparu. Donc tout ça là, ça m'a fait mal. Je suis rentrée à la maison, je me suis enfermée, j'ai fait 2 heures de temps, je pleurais. J'ai appelé les responsables du centre, j'ai dit, est-ce qu'il y a une place encore pour moi au centre? On dit pourquoi? J'ai dit, si je reste ici, je risque d'être folle. J'ai 2. Ok, ça marche mon Gilles, comme ça, je verrai comment on a les données nécessaires, voir si je peux t'envoyer des unités, tu vas effectuer des appels, ou si je vais le faire moi-même. Quand même, on s'était informé. Je dis d'accord. Je suis restée le matin, il y a une famille qui a osé rentrer dans la cour. J'ai pris le temps de leur sensibiliser pour leur dire, ouais, on vous a dit bien sûr que Ebola c'est une maladie très très contagieuse. Là, ils ont raison. Ils ont dit, pas de vaccin, ils ont raison. Mais dire pas de traitement, c'est là-bas où ils n'ont pas compris la chose. Parce qu'il est vrai, il n'y a pas de vaccin, mais à l'aide d'un traitement symptomatique, tu peux t'en sortir. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Une fois que tu es là-bas, tu as des plantes, tu as les symptômes que tu développes. Une fois que les symptômes-là sont traités, ça permet à tes anticorps de te battre contre le virus, raison pour laquelle moi je me suis guérie de la maladie. En plus, je suis devant vous, je ne suis plus contaminante, je ne me promène plus avec le virus. Et apparemment, d'ici mon arrivée même, j'ai trouvé, on a annoncé que j'étais décédée à 2 reprises. Raison pour laquelle quand je suis revenue, les gens qui pensaient que j'étais déjà dans ma tombe, il ne restait que les os. J'étais arrêtée devant eux, donc pour eux j'étais une revenante. Ils étaient ébahis, étonnés comment cela est possible. Mais moi-même, Moïse, dans ma propre chambre, quand je rentrais, je voyais ma photo claire, jolie, et que je vois l'état dans lequel la maladie m'a mis. J'ai fermé ma chambre, j'ai fait 2 mois, je ne rentrais pas là-bas. Je passais la nuit chez ma nièce. À chaque fois qu'elle vient, je passe. Pourquoi tu ne rentres pas là-bas? Je dis, je n'ose pas. Je vais imprimer la liste là.
statut et règlement. Oui, ok? Non, je l'ai ici. Tu l'as? Bon, attends, après, l'ordinateur. 6 personnes sont décédées dans ma propre famille. Il y a eu 9 contaminés, 6 décès. 3 seulement ont pu survivre à la maladie. Je dis bon, s'il faut sauver d'autres familles à ne pas subir le même drame, je le ferai. Je leur ferai comprendre que le centre de traitement, on ne tue pas quelqu'un, on te soigne. Raison pour laquelle moi je suis là, je suis au complet. Ebola m'a pris mon emploi. J'étais une enseignante. Quand je suis sorti, le directeur de l'école, il s'est juste permis pour me dire, il ne faut plus tes pieds dans mon école. Parce que tu as eu Ebola. Ebola a pris mes amis. Je n'ai pas de parents, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'emploi. À quoi cela me sert de témoigner, de revivre la même histoire? Parce que c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Et à chaque fois que tu t'arrêtes devant quelqu'un pour témoigner, ça te rappelle le temps que tu as fait, ça te rappelle le temps que tu t'as dit avant Ebola, après Ebola, quand tu as été à la maison. La stigmatisation, là on n'en parle pas. Depuis son retour du Sénégal, Mamadou Alimou Diallo a trouvé sa concession familiale quasiment vide. Dans la cour, seuls sa tante et les enfants. 6 membres de sa famille sont morts. Parmi eux, sa mère, son seul soutien. Étudiant, il a été infecté à l'occasion de la convalescence d'un de ses oncles. Tout cela, ça m'a beaucoup touché. Parce que depuis mon départ jusqu'à l'arrivée ici, surtout qu'à mon arrivée, j'ai vu une maison presque vide et tout ça m'a beaucoup touché. Bon, rien. Moi, j'étais seulement concentré sur les études. Bon, je n'ai pas de métier, je n'ai pas fait le commerce. Donc, je ne fais qu'étudier. C'est ma maman qui me soutenait actuellement. Cela même, ça m'arrive des fois à me demander comment je vais continuer mes études parce qu'il n'y a plus personne pour me soutenir. Bon, je ne fais rien actuellement. Parti au Sénégal dans l'espoir d'y poursuivre ses études universitaires, Alimou commencera à ressentir les premiers symptômes de la maladie quelques jours seulement après son arrivée sur le territoire sénégalais. Il sera ensuite admis à l'hôpital Fann. À l'hôpital Fann, je me suis rendu là-bas mardi et le lendemain, comme j'étais en contact avec ma grande sœur qui était là et qui me demandait comment je vais et puis je l'expliquais tout. Et au même moment, il y avait quelques membres de la famille d'ici qui étaient malades aussi. Donc, elle a vu que mes plaintes et celles de ceux d'ici, c'était les mêmes. Mais lorsque la famille d'ici a été évacuée à Conakry, elle a demandé au docteur de Donka d'appeler leurs contacts au Sénégal, leur dire que je suis là-bas vraiment, qu'il y a eu un cas de contact. Et c'est à partir de là-bas, le mercredi, ils ont appelé Fann pour leur dire qu'il y a eu un cas de contact qui est parti au pays là-bas. Ils ont donné mes coordonnées. Et heureusement, j'étais au même hôpital. Ils ont vu les contacts de ceux que j'ai donnés et ceux que les autorités d'ici ont donnés, c'était les mêmes. Donc, c'est à partir de là-bas qu'ils m'ont mis à l'isolement. J'avais promis que dès mon arrivée, je vais m'engager dans la lutte contre Ebola. Je me suis porté volontaire pour lutter contre la maladie et j'ai laissé mon contact. Il m'a promis qu'il va me mettre dans un groupe de sensibilisateurs. Ici, nous sommes chez mon grand frère, Mamadou Sanoussi, c'est sa boutique. C'est ici, il revend, on se débrouille ici pour avoir au moins notre petit pain. Bon, depuis mon retour du Sénégal, j'ai commencé. Bon, pas mal. Actuellement, ça ne marche pas bien, hein. Seulement on se débrouille et ça passe. Non, actuellement, je ne sens pas de stigmatisation. Je viens, je passe la journée, tous les clients me serrent bien la main et on parle bien. Aujourd'hui, Alimou se sent libre à Forêt-Caria, mais les regards sur sa personne n'ont plus le même message. Il est Alimou, le guéri d'Ebola.
Conscient de son nouveau statut, il passe dans les médias pour expliquer son histoire et sensibiliser par la même occasion les personnes infectées et affectées par Ebola. Je suis avec tout le monde, je ne suis pas repulsé. Toutes les connaissances, et M. Moïse le sait déjà. Et je suis en contact. Vous n'avez pas vécu de stigmatisation, vous n'avez pas vécu cela, des gens qui vous regardent autrement, qui refusent de vous approcher? Non, seulement il y a des personnes qui me regardent pour connaître mon visage. Par curiosité. C'est devenu star mondiale. Voilà, sinon quand même à Forêt-Carrière tout va bien. Lorsque l'opinion publique sénégalaise a appris la nouvelle, Alimo était devenu le sujet de toutes les discussions. Certains l'accusant d'avoir expressement importé le premier cas d'Ebola chez eux. En Guinée, cette attitude sera peu appréciée et le ministre de la Jeunesse va exprimer sa désapprobation. Comme vous le savez, un jeune Guinéen a été déclaré premier cas lié au virus Ebola et hospitalisé à Dakar. Vous avez tous suivi les remous et déclarations des autorités de ce pays frère à l'égard de ce jeune. Sur les réseaux sociaux, dans les débats, nous sommes pointés du doigt par nos voisins. Une haute autorité du pays frère a même déclaré qu'il aurait pu avoir une plainte contre ce jeune Guinéen malade. C'est un jeune Guinéen qui est pris en mal. Et en tant que représentant de la jeunesse guinéenne au niveau du gouvernement, je ne peux rester indifférent. Nous ne pouvons pas continuellement accepter que nos concitoyens soient stigmatisés sans réagir. S'il y avait eu plainte, je me serais porté partie à la procédure. Ces agissements qui n'honorent pas ces auteurs sont à condamner. Ces déclarations vont à l'encontre de l'intégration sous-régionale. L'on a beau parler de la solidarité internationale, mais face à un virus aussi mortel, cette solidarité se veut prudente et réfléchie, étant donné qu'aucune nation ne souhaite voir le virus maudit prospérer sur son sol. Malgré les mesures de contrôle instaurées à l'aéroport international de Conakry-Bessia, la France, pour prévenir toute intrusion d'Ebola sur son territoire, décide d'évaluer le système de contrôle à l'aéroport de Conakry. Par crainte de voir Air France boycotter la destination Guinée, les responsables de la SOGEAC ne badinent pas sur les moyens de contrôle. Des postes de contrôle sont installés à différents paliers de l'aéroport, des dispositifs sûrs aux yeux de ce responsable. Non, nous ici, on peut vous dire que nous sommes vraiment rassurés ici de ce qui se passe par là. Donc on n'a pas peur de ce côté. Et nous pensons que la façon dont le contrôle se fait à Conakry, on ne retrouvera pas un malade à partir de... Sauf puisque vous savez, l'avion il fait 6 heures de vol. Il y a des gens qui n'osent pas le vol, même s'ils retrouvent un malade, mais ça ne sera pas un malade d'Ebola. C'est sur la façon dont nous procédons ici. Parce que là-bas, dans l'avion, quelqu'un peut avoir des mal de l'air et puis vomir ou présenter quelque chose, mais c'est sûr, arriver si après tous les contrôles, et nous sommes sûrs que ça ne sera pas un cas Ebola, mais ce serait une autre maladie. Parce que là, nous sommes en train de renforcer les choses et nous sommes assistés par des professionnels de ces épidémies. Et la France, et les Américains, et tout le monde, l'OMS, ils sont tous là. Avant les formalités d'enregistrement des bagages, tous les passagers sont soumis à un questionnaire. Des questions retraçant l'historique de chaque passager et sur les symptômes qu'ils auraient développés les jours précédents. Ensuite, ils passent au pistolet thermique. Le contrôle se passe dans les bonnes conditions. La fiche là, c'est la fiche du contrôle. Si un passager vient, on lui rend la fiche. Il y a les renseignements qui sont sur là-dessus, le nom, prénom, date de naissance, tout et tout. Le pays là où il est, l'aéroport de destination, le numéro de passeport, la date. En bas, il y a des questionnaires, ça c'est à un autre niveau. On dit, monsieur, est-ce que dans ces 24-48 heures, est-ce que vous n'avez pas eu de fièvre, pas de vomissement, pas de diarrhée, pas de fatigue inhabituelle? À l'annonce du renforcement des mesures de contrôle par la France, 6 nouveaux pistolets thermiques de dernière génération ont été mis à la disposition de l'aéroport. Plus performants,
Il permet de repérer à distance les personnes suspectes. Donc vous visez le visage du monsieur, vous avez tout de suite la température extérieure. D'accord? Voilà. Et à chaque visage que vous pouvez voir, on a directement la température ici. Et on a un système d'alarme. Si la température passe 38 degrés, on a un système d'alarme qui permet d'arrêter la personne et de compléter les informations. Donc il y aura sans doute du personnel qui va venir compléter. Pour l'instant, on a du matériel qui est arrivé plus sophistiqué que celui qu'on avait, puisqu'on essaie de renforcer ou de devenir plus fort qu'Ebola, si on peut dire. Au dernier niveau de l'aéroport, dans la salle d'embarquement et avant d'accéder à l'avion, tous les passagers passent devant cette caméra thermique. Est retourné. Il y a eu des cas, des gens, la température était bonne en bas, sont montés ici, arrivés ici, ils avaient 38,2, 38, 38,3 ou 6 et ils ont été retournés. D'ici, c'est l'avion. Voilà, donc ici, c'est une caméra très sophistiquée. Et vous voyez même, il y a un ordinateur relié à un ordinateur. Tout est enregistré. Tout est enregistré. On peut garder les choses autant de mois ou d'années que nous voulons. Des mesures certes rigoureuses, mais nécessaires pour rassurer les partenaires et les compagnies de la qualité des contrôles à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Oui, il fallait mettre non, mais ça c'est une question d'interprétation. Sinon le reste, ça s'est bien passé. Efficace. Je pense que c'est très bien pour que les Européens ou les Américains aient confiance à notre aéroport, c'est tout. Non, c'est normal. Ça fait partie du sanitaire, oui, je pense bien. Ebola est un ennemi contre lequel tous les fils de la nation se mobilisent. Mais ceux qui sont au premier front de cette lutte, ce sont les médecins. Hélas, beaucoup d'entre eux ont payé un lourd tribut au virus maudit. Ceux qui tiennent encore debout ne regrettent pas ce noble combat. Même si face à la caméra, ils n'osent pas le dire, nombre d'entre ces jeunes volontaires aux prises quotidiennes avec le virus Ebola ont le moral affecté par la gestion de leurs primes. En entendant parler à longueur de journée de montants colossaux, eux, les plus exposés au virus, n'y voient que du vent et regrettent que les partisans du moindre effort profitent sur leur dos. Nous nous rendons à Ferré-Carrière. Ici, nous sommes au centre de transit Ebola qui sera plus tard transformé en centre de traitement. Un centre mis en place par le gouvernement en vue d'administrer les premiers soins aux malades et ainsi réduire le mouvement et les risques qui vont avec. Le centre de transit a bien son existence. C'est venu au bon point et au bon moment. Parce que si nous prenons tout Ferré-Carrière, toutes les localités là où il y a des poches d'Ebola, si on ne met pas un centre de transit, de là-bas à Conakry, centre de traitement, ça crée un problème, ça serait la catastrophe. Donc le centre de transit a vraiment une importance capitale. Ce centre de transit nous permet de retenir les malades pour un petit temps, qui ne serait pas long. Donc nous permet de nous donner le temps, non seulement de le prélever, mais de le suivre et comprendre l'évolution de la maladie. Si ça mérite le transfert vers un centre de traitement Conakry, on le transfère. S'il guérit, dans tous les cas, avant qu'il ne continue, il est bon qu'il soit suivi d'abord au centre de transit. Ils sont une vingtaine à travailler dans ce centre de transit. Mais au-delà des risques qu'ils encourent, ces jeunes agents de santé volontaires doivent faire face à une autre difficulté, leur stigmatisation. Du coup, certains agents comme Mariam ne préfèrent pas parler de leur travail aux autres. Bien sûr, je n'ose même pas dire aux gens que je travaille ici. Parce que si les gens, parce que ici,
Et les gens n'arrivent pas à comprendre totalement si la maladie là, existe ici. Donc s'ils comprennent que toi tu travailles ici, donc ils vont t'écarter. Là où partout tu passes, ils vont t'indexer. Donc on a cette inquiétude là ici. En plus de ça, les prises en charge ne sont pas totalement parfaites. Non seulement, je ne peux rien dire sur ça. Ceux comme Moussa qui en parlent sont catalogués et mis à l'écart au sein de la société. Actuellement, je suis un peu ségrégué dans le quartier, même dans ma famille. Comme ça, je ne peux pas faire autrement. Ça se manifeste parce que chaque fois, on se frotte avec les amis dans le quartier, les parents. Maintenant, je suis un peu à l'écart par rapport, on ne reçoit pas partout les gens qui nous critiquent. Ah, le monsieur là travaille au centre d'Ebola, il peut m'infecter, ceux qui comprennent. Au cas qu'on sait qu'ils ne comprennent pas, ils sont là à dire ouais, c'est les gens là qui tuent les gens, ou à l'hôpital, arriver là-bas, tu es mort. C'est ce qui me fait un peu mal. Au centre-ville de la préfecture, les craintes de Moussa et Mariam seront confirmées par ce monsieur, qui non seulement ne croit pas en l'existence d'Ebola, mais soutient que les agents au centre de transit assassinent les malades. Parce que mbara kule tang assassin ne la me faga ntanu me faga ngomu no mal de kiri parce que bara ge bira goro de muma complètement Ebola muna be goro muma bon c'est très grave. Ebola a d'énormes impacts sur la préfecture de Fort-Caria. Les sociétés minières ont dû fermer momentanément leurs portes. Conséquence, ce sont toutes les activités qui en ont pris un coup. L'hôpital préfectoral ne reçoit quasiment plus de patients qui craignent de contracter la maladie. La Guinée lutte contre le virus maudit, mais aussi contre son isolement par ses voisins. Ces efforts seront soutenus par la France. Des personnalités françaises vont rallier Conakry à l'image d'Annick Girardin. Le numéro 1 français lui-même fera le déplacement en Guinée. Le président François Hollande est venu réaffirmer l'engagement de son pays aux côtés de la Guinée dans la croisade contre Ebola. À la clé de cette visite, un centre moderne de traitement des malades atteints d'Ebola et de recherche scientifique. Le centre sera construit à Macenta. Pour aller dans cette salle-là, pour faire qu'on appelle vraiment, il y a une salle avec une porte également ici. C'est avec ça qu'on fait l'extraction. Voilà, aujourd'hui, la France est là pour dire à nos amis guinéens que nous les soutiendrons face à ce fléau qui les frappe aujourd'hui, que nous serons à leur côté, que nous resterons à leur côté. Aujourd'hui, plusieurs annonces, bien sûr. Alors d'abord, ces 2 tonnes de matériel offerts ici à cet hôpital pour vous remercier, madame, mais remercier aussi l'ensemble des soignants qui sont sur le terrain tous les jours, qui prennent des risques de vie. C'est leur vie qui est en jeu ici et je crois que c'est important de pouvoir les soutenir sur le terrain. Maintenant, il faut aussi dire qu'on guérit du virus Ebola. Il y a des cas qui sont avérés, bien sûr. Il y a des cas qui, heureusement, en guérissent. Et je crois qu'il faut le redire, c'est-à-dire qu'en aucun cas, il faut que la Guinée ou les autres pays touchés de cette région restent isolés. Ma présence ici, c'est justement pour montrer qu'on peut venir soutenir, qu'on peut apporter notre soutien, que des médecins et d'autres personnels soignants. International. Il faut dire à tout le monde entier qu'on peut venir en Guinée. En venant en Guinée, nous ne courons aucun risque. Voilà, c'est un message fort qu'elle a bien voulu donner à toute la communauté internationale. Et par rapport à cette occasion encore que je voulais profiter de la même occasion pour remercier très sincèrement la France par rapport à ce don, par rapport à leur accompagnement face à cette épidémie à laquelle la Guinée aujourd'hui est éprouvée. La France a bien voulu faire un don de 5 millions d'euros à l'hôpital national de Dakar. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de cette importante donation
par la France pour accompagner le gouvernement de la République de Guinée dans la riposte contre l'Ebola. Ces dons vont servir à assurer la protection du personnel de santé, mais aussi assurer la prise en charge efficiente et efficace des malades au sein de notre institution. Sanitaire, humanitaire, je pense que c'est important qu'il le fasse, que ce geste soit là aux 30 pays les plus touchés aujourd'hui, dont la Guinée. La France a souhaité être présente ici aujourd'hui avec un message fort, bien sûr, de soutien à la Guinée. Leur présence ici est très importante. Ça montre qu'on peut venir en Guinée sans risque. Le Premier ministre, ancien Premier ministre britannique Tony Blair était là il y a 3 jours. Et nous sommes surtout reconnaissants de l'accompagnement qu'ils sont en train de nous faire. Non seulement pour mettre fin à l'Ebola, mais pour nous accompagner dans l'après-Ebola. En effet, il est important que la Guinée renforce un système sanitaire pour être capable à l'avenir de détecter n'importe quelle maladie et de le soigner. Donc, en plus de la lutte contre l'Ebola, nous avons présenté à nos partenaires de l'Union européenne, de la France et des États-Unis quels sont nos besoins pour renforcer notre système hospitalier. Notamment par la construction de 5 CHU, un à Conakry et un dans chaque région. La rénovation des hôpitaux préfectoraux là où il y en a. La construction d'hôpitaux préfectoraux là où il n'y en a pas. Et un dispensaire par sous-préfecture. Le gouvernement multiplie les actions. Le chef de l'État, dans une rencontre avec des représentants de la société civile et des patrons de presse, appelle à l'union des forces pour combattre le virus maudit. Vous savez tous que l'Ebola est arrivé au moment où la Guinée réellement allait faire son décollage économique. Mais nous avons l'espoir que l'Ebola, qui est un grand problème pour nous, qui apporte atteinte à la vie économique, sociale et autres, peut être transformé en opportunité. C'est ce que nous avons expliqué à nos amis. Et nous sommes tous convaincus que nous allons transformer ce malheur en opportunité. Nous sommes très reconnaissants à la France pour l'appui qu'ils nous ont apporté dès le début, d'avoir maintenu les vols d'Air France, les vols quotidiens et toute la coopération. La même chose pour l'Union européenne. Pendant que nos voisins nous fermaient les aéroports, c'est les pays les plus éloignés qui nous ouvraient. Je pense que c'est une très bonne leçon pour le peuple de Guinée. Mais nous restons panafricains, fidèles à notre intention panafricaine. Nous serons toujours du côté de l'ensemble des peuples africains, que ce soit de la CEDEAO et de l'Union africaine. Je demande donc au peuple de Guinée de garder toujours l'esprit panafricain et de faire toujours le bien quand les hommes nous font du mal, de faire toujours le bien. C'est ça notre vocation. Et nous remercions beaucoup l'Union européenne et la France. Les stratégies de lutte donnent des résultats positifs. Nous retournons à Macenta. Là-bas, le centre moderne ne compte plus aucun malade. Les salles sont vides, même si la vigilance reste de mise. Quand je prenais service, il ne se passait pas un seul jour où on n'enterrait pas 10 à 14 personnes, même 15 personnes par jour. J'ai été pris de peur même quand je prenais service, quand je venais ici, quand je foulais le sol de Macenta. Et c'est justement au même moment que le chef de l'État a pris un décret décrétant l'état d'urgence sanitaire. Et il a fait venir au même moment beaucoup à Macenta ici à l'époque, beaucoup d'agents sanitaires, militaires même, pour essayer d'aider à cerner davantage le contrôle au niveau des frontières. C'est un centre qui est venu à point nommé, c'est un centre qui a fait le travail qu'il devait faire et auquel on s'attendait. Aujourd'hui vraiment, ce centre, même si on n'a pas de malades aujourd'hui là-bas, mais on a le plaisir de le voir parce que c'est un bon souvenir.
La rentrée des classes accusera plusieurs mois de retard, la faute à Ebola. Mais une fois rendue effective, l'on a frôlé le pire. De folles rumeurs sur des actions de pulvérisation vont s'emparer de certaines écoles. Les femmes là sont venues dire que Ebola est venu à l'école, que la Croix-Rouge est venue injecter. Or, personne n'est venu ici. Ils sont venus rentrer dans les classes, dire aux enfants, sortez, 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 sortez. J'ai tout fait, ils n'ont pas compris. Elles sont venues, elles ont dérangé les cours, les enfants se sont dispersés, ils sont allés un peu partout. Il y en a qui ont perdu même les enfants. Alors, il y a eu un autre groupe encore qui est venu après ce groupe-là, pendant que les autres étaient dans la cour. Mais c'était de la débandade totale. Les enfants, le matin, ils sont flashés. Les visiteurs sont flashés. Ils se lavent les mains le matin, ils se lavent les mains à 10 h. Donc tout se passe sans problème. C'est incompréhensif que nous passons toute la journée, la nuit, on se bat jour et nuit pour épargner ce pays de ce maudit virus qui est Ebola. Et on fait tout pour mettre la population à l'abri. Mais malheureusement, cette population a toujours des incompréhensions face à la Croix-Rouge par rapport à ce que nous faisons. Cette population a du mal aussi à nous comprendre. Ils s'exposent un peu à des rumeurs. Les rumeurs, les colporteurs des rumeurs, ils insultent notre intelligence. Quand tu dis à quelqu'un, la Croix-Rouge est partie vacciner dans l'école, mais d'abord, la première des choses, vérifier. Il y a une autorité à l'école, il y a l'administration et tout ça. Vérifier la source avant de répandre l'information. Mais la plupart de ça, les gens qui font ça savent bien que la population, deux fois, je ne sais pas s'ils ont du retard pour vérifier les informations, mais tout d'un coup, ils avalent tout ce qu'on leur dit tout de suite. Ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose. Je crois qu'on a besoin de la population pour pouvoir lutter contre cette maladie. S'ils ne s'impliquent pas, Ebola ne pourra jamais sortir de ce pays. On a besoin de l'implication totale de la communauté pour pouvoir lutter contre cette maladie. Sinon, ça ne marchera pas. Malgré tout, de nouveaux foyers du virus se concentrent au niveau de Koya et Ferekaria. Face à cette situation, Conakry et Fritaron décident de se donner la main pour achever Ebola. Fièvre, etc. Donc tout le monde prend des paracétamol, donc ça devient difficile. Donc il faut absolument qu'on finisse l'Ebola le plus tôt possible. Et nous avons trouvé nécessaire nous-mêmes de nous déplacer pour venir nous adresser à nos populations, les sensibiliser, les faire comprendre que quel que soit ce que les médecins font, la solution c'est dans leurs mains. C'est pourquoi nous sommes venus tous les deux. Je voulais saluer la délégation de Gambia et leur dire que leur présence ici prouve à jamais que le sort des trois pays est vraiment lié par la géographie, par l'histoire et par les circonstances. D'importantes délégations des deux pays vont organiser une rencontre à la frontière, à Pamelab. La sensibilisation va s'accentuer, l'objectif étant de dénicher les malades cachés, de briser les chaînes de contamination. Le message est assimilé, les citoyens des localités qui étaient hostiles sont à même capables d'expliquer comment l'on contracte Ebola. Mulama Furemai Anufakamiki Nopum Asakane Alabe Mulamai Mulama Santea Walike Gamu Alaka More Baraka Alaka Pamala Baraka Alaka Lagire Baraka Morwan Allahumma. Alors, Ebola, Moutambara, Afindi, Toubé, et pas ma conseil, Fidé, Mouma. Et Bata Penti, Dronde, Massim Robert, il faut éviter Matina, Donché, na, Mimola Mercado. Et Nakatim Konyirameni, et Nakatim Rouya, Mouban Nakolo. Et Nakabourameni, et Nakatim Rouya, Mouban Nakolo. Et Naka Demounirameni, et Nakanatim Rouya, Mona Nakolo. Anani Ende, et Nakatuke Fanti.
nafuri akon sotoma nesi nanna anadangi afaka barati iblaka mulla ikadara iblaka dara ali ibula nara ibata tongo barma ina iblaka dara ali mafuri baraba ko bilagara foye mindi na yoy anade anatuli ali bilaka tenten asigandi de de mana dogoy kuyi ibata furi donc il est na conseil fi moumadi. Les efforts de la Guinée et de ses partenaires vont porter fruit. Des centaines de cas enregistrés par mois, et n'en enregistre à peine que quelques dizaines. Les morts ne se comptent plus au jour le jour. Les hostilités des populations à l'endroit des agents de santé vont sensiblement baisser. Un résultat à mettre aussi au compte des médias publics et privés qui ont distillé sur toute l'étendue du territoire national les messages de prévention. Toutes les composantes de la nation vont faire d'Ebola l'ennemi public numéro 1. Et tout porte à croire que la Guinée et les Guinéens, que les pays touchés, survivront au virus maudit Ebola.